Et notre invitée politique, c'est Valérie Rabault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée du Tarn-et-Garonne. Merci pour votre invitation. Mais présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de sujets à voir avec vous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Pas de reconfinement en Moselle ni à Dunkerque où le variant inquiète particulièrement. Pas de fermeture des écoles non plus dans ces territoires, malgré les demandes de certains élus locaux. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous validez la stratégie du gouvernement ? On est un peu perdu sur la stratégie du gouvernement. Quand on a été reçu il y a 15 jours par le Premier ministre, il a reçu les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il nous a montré un graphe effroyable d'une progression de l'épidémie, c'est-à-dire du nombre de cas, du fait des variants, sans en tirer aucune conséquence. Donc il y a deux solutions. Soit ce graphe est vrai, et dans ce cas le gouvernement est un peu attentiste, soit il considère que ce graphe, c'est lui qui est... Mais qui disait quoi ? Parce que vous nous dites effroyable, qui disait qu'à partir de la semaine 14, c'est-à-dire le 5 avril, on avait une explosion du nombre de contaminations du fait des variants. Donc soit il y croit, et dans ce cas, il faut avoir les mesures, soit il y croit pas, et c'est pas la peine d'affoler tout le monde. Mais vous voyez bien que quand on est dans l'opposition, on n'a pas toutes les données, on les demande. Alors là, avec Patrick Kanner, on a fait un nombre de courriers incalculable pour lequel on a eu, vous savez quoi ? Aucune réponse. À aucun de vos courriers ? Aucun. Vous avez notamment demandé plus de transparence. C'est quand même une première. Si je compare avec ce que faisait le gouvernement d'Édouard Philippe, il nous répondait, on était d'accord ou pas d'accord, mais il nous répondait. Là, alors c'est quand même assez incroyable. Donc on est dans une situation où il y a... Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les annonces sont rarement suivies des faits. Le ministre de l'Éducation nationale nous dit début janvier, on va faire 1 million de tests dans les écoles. Bon, moi je comprends que les tests nasaux soient pas très agréables. Pour en avoir fait un certain nombre, je veux bien concevoir qu'il vaut mieux passer par des tests salivaires qu'il faut développer rapidement. Mais c'est pas la peine de dire je fais 1 million de tests au mois de janvier. Ces millions de tests, il n'a pas été fait. En tout cas, on n'en a pas le moindre résultat, ni la moindre analyse qui peut en découler. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, ce sont les vaccins. Le 30 décembre, l'ensemble des députés, sénateurs ont été invités par les préfectures respectives à avoir un plan de vaccination sur les 2 premiers mois. Mais je constate par exemple pour le Tarn-et-Garonne qu'on est en deçà de ce qui avait été annoncé, qu'on n'a pas forcément beaucoup de perspectives. Chez moi, il y a 25% des personnes de plus de 75 ans qui ont eu une première dose. On est à peu près autour de 20% en France, 25% dans le Tarn-et-Garonne. Mais par rapport à ce qui avait été annoncé, où fin février, on va avoir la première phase, etc., on en est quand même... Il y a beaucoup d'écart entre ce qui vous avait été annoncé et la réalité des chiffres. Il y a un écart. Donc, voyez, on ne peut pas vivre dans un monde d'annonces et que la réalité soit différente. Parce qu'à la fin, on devient fou. Et comment vous l'expliquez ? Oui, justement, est-ce que l'Europe, c'était la bonne stratégie de commander les vaccins globalement ? Heureusement qu'on a eu l'Europe, parce que comme nous, on n'a pas été en mesure de développer le moindre vaccin... on est derrière la Grande-Bretagne, on est derrière les États-Unis, on est derrière beaucoup de pays. L'Europe, elle a été... oui, d'accord, mais même au sein de l'Europe, on est derrière d'autres pays. Quand on regarde le nombre de personnes vaccinées pour 100 habitants, on est en queue de peloton, toujours. Or, l'Europe a eu une stratégie très claire de dire « je commande pour les 27 et je fais une répartition au prorata de la population ». Donc, tout le monde a les mêmes doses. Oui. Mais on se souvient de votre intervention en question d'actualité, c'était il y a 3 semaines. Exactement. Vous avez posé la question à Jean Castex, dites-nous où sont les doses. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une réponse là-dessus ? Non, mais ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est que je n'ai aucune réponse. Mais même pas là-dessus ? Non. Même pas sur la répartition des doses, rien ? Alors, sur la répartition des doses, il y a eu une première carte qui a été publiée. Il y a des chiffres qui sont publiés depuis quelques jours. Que nous avions demandé. Alors tous les soirs, on les regarde. Bon, mais vous voyez, on avait d'autres questions qui posaient. Par exemple, je prends sur le mois de février, on doit avoir 5 millions de doses AstraZeneca. AstraZeneca pose un certain nombre de questions, notamment sur des effets secondaires. On voit dans certains soignants qui s'en plaignent. Donc du coup, est-ce que le gouvernement compte réajuster sa stratégie ? Oui, je sais bien que c'est difficile. Honnêtement, les yaka faucons dans ce genre de situation, c'est assez exaspérant. On est d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut rendre le climat plus serein, il faut que les annonces correspondent à la réalité. Ça, c'est un préalable indispensable. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Alors du coup, si on vous comprend bien, vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous dites à Jean Castex qu'il faut venir vous expliquer devant le Parlement ? On demande un débat. Je lui dis, nous, on va lui refaire un courrier, notamment sur ce que vous disiez. On a l'habitude, mais sur ce que vous disiez à Dunkerque en disant, les variants anglais par rapport aux variants sud-africains. Moi, je suis pas médecin, donc je suis pas chercheur en médecine, donc je sais pas s'il y en a l'un qui est plus dangereux ou qui a une probabilité de contamination supérieure aux autres. La seule chose que je voudrais, c'est qu'il y ait des faits qui collent avec les annonces.
Et ça, je trouve ça angoissant, en fait. Voilà. Et ce qui n'est pas, par exemple, je vais continuer. Quand vous regardez les vidéos de Madame Merkel, de la semaine, tout ça, ça se suit, ça s'enchaîne. Donc ça crée une forme de confiance dans le pouvoir politique. Ce qu'on vous dit correspond à la réalité. Et là, on vous annonce 1 million de tests dans les écoles, mais personne n'en a vu la couleur. En tout cas, personne n'en a vu le résultat. Est-ce qu'ils ont été faits? Est-ce qu'ils n'ont pas été faits? Où est-ce qu'ils ont été faits? Dans quelle région? Enfin, tout ceci est à l'état de questions. Donc le débat, rapidement, on imagine que vous le demandez? On va le redemander, évidemment. Cette crise, elle a des conséquences sociales dont on va parler. Elle a aussi des conséquences économiques, notamment sur la question de la dette, Pascal. Oui, alors certains disent il faut commencer à se préparer à rembourser la dette. D'autres disent il faut l'annuler, la rendre perpétuelle. Vous qui avez présidé la commission des finances à l'Assemblée... Rapporteur général. Oui, voilà, rapporteur général, pardon. Quel est votre... Moi, je suis sur une troisième voie. Alors, je sais très bien que les troisièmes voies, elles sont toujours plus compliquées. Il y a ceux qui vous disent on ne va pas rembourser. Bon, ça veut dire que la prochaine fois qu'on va vouloir aller emprunter, qu'est-ce que vont nous dire les prêteurs? Écoutez, la France, vous êtes bien gentil, mais comme vous ne voulez pas rembourser, vous allez vous débrouiller. Et puis, il y a la droite qui vous dit il va falloir rembourser, rubis sur ongle, et pour ça, on va faire la réforme des retraites. Je pense que les deux ont faux. Voilà. Pas que la droite d'ailleurs, Bruno Le Maire est aussi... Bruno Le Maire, c'est quand même la droite. C'est le gouvernement. Alors, c'est vous qui dites que c'est la droite. Moi, je dis que c'est la droite, voilà. Et en tout cas, il a été à droite très longtemps. Puis donc lui, il dit, voilà, il va falloir rembourser. Et c'est pour ça qu'on va faire la réforme des retraites. On va la poursuivre, la reprendre, etc. Bon, moi, je pense qu'il faut que, comme une grosse partie de la dette nous a été prêtée par la Banque Centrale Européenne, que je remercie parce que sans elle, nous serions en défaut de paiement. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc tous ceux qui peuvent taper sur l'Europe, je les invite un tout petit peu à réfléchir. S'il n'y avait pas eu la Banque Centrale Européenne, on serait en cessation de paiement. La Banque Centrale Européenne a la possibilité de congeler cette dette, de la garder dans son bilan sans qu'il ne se passe rien. Mais ça, il faut une petite condition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la France soit à la traîne par rapport à d'autres pays, et je pense notamment à l'Allemagne. Et ça suppose qu'on soit capable, dès la fin de l'épidémie, d'avoir une croissance qu'on appelle une croissance potentielle, c'est-à-dire notre capacité à créer de l'activité, de la valeur ajoutée, que j'évalue à 2%. 2%, c'est une marche élevée. Parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu ce chiffre-là. Oui. Oui, mais du coup, on ne peut pas dire on met de l'argent dans un plan de relance et pas avoir cette capacité de création de valeur. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la croissance à tout va qui détruise la planète. Alors, il s'agit de créer de la valeur. Du plan de relance, est-ce qu'il est bien construit pour arriver à cette croissance dont vous parlez, le plan de relance? Ah non, mais non. Et faudra-t-il travailler plus? Donc ça veut dire... Non, il n'est pas... Il faut le construire comment, du coup? Il faut le construire, il faut se fixer... Moi, je vois 4 objectifs. La santé, c'est-à-dire là, on a vu quand même notre déclassement sur la santé, il est vertigineux. Donc, un investissement avec des partenariats publics et privés. On voit bien que ce qui a marché en Allemagne, c'est que Mme Merkel, elle a mis près de 300 millions d'euros dans BioNTech. Elle a mis l'année dernière 750 millions d'euros dans 3 entreprises allemandes. Où on se dit, on leur donne un petit coup d'accélérateur. Combien la France a mis? Elle a mis 30 millions d'euros. Alors après, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner qu'on soit en déclassement. Donc la santé, l'agriculture, les transports et l'énergie. Et une fois qu'on a fait ce quatuor vraiment gagnant, on arrive à créer un effet d'entraînement pour tout le reste de l'économie. Aujourd'hui, si je vous pose la question, mais ce n'est pas à moi de poser les questions parce que c'est vous qui les posez, mais si je vous posais la question, mais dans le plan de relance, il y a quoi? Il y a un petit bout de rénovation, mais après le reste, des efforts structurants pour notre société. Mais non, dites-moi. Mais que quand vous dites les transports, dans les transports en commun urbain, la baisse de fréquentation est vertigineuse, y compris avant la crise sanitaire. Pourquoi vous ne les prenez plus, les transports Attendez, le trafic aérien est en chute libre. Construire une ligne TGV aujourd'hui, plus personne n'en parle, c'est impossible. Construire une autoroute non plus. Comment vous allez recréer de l'emploi dans les transports? Mais je ne vois pas pourquoi vous dites que créer une ligne LGV. Moi, je suis à Montauban. Je vous assure que la LGV... Lionel Jospin l'a signé en 2000. Exactement. Je l'attends toujours. Donc, vous voyez que sur les transports, par exemple, je prends un exemple dans la région Occitanie, vous avez la présidente de région qui met le transport gratuit pour les moins de 26 ans. Oui, mais attendez, c'est un appel d'air pour se dire, quand vous avez des transports qui fonctionnent, qui sont abordables en termes de pouvoir d'achat, mais vous les prenez. Moi, vous savez, j'ai été très longtemps celle parmi les députés qui prenait le train de nuit pour faire Montauban-Paris. Bon, là, en ce moment, je ne le prends plus, ou en tout cas, je prends moins le train parce que y a des moments, ça fonctionne moins bien. Bon, donc, on est clair, il faut rebâtir un nouveau plan de relance. C'est ça que vous dites? Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des objectifs clairs. Moi, j'en vois 4.
comme je le redis, l'agriculture, la santé, le transport et énergie. Ça, on a bien compris. Est-ce que vous croyez au rebond économique dont parle Bruno Le Maire? Bruno Le Maire, il dit une fois la crise sanitaire passée, il y aura un rebond économique et on pourra redémarrer. Est-ce que vous y croyez? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas les plus abîmés du fait de cette crise. Et on le voit, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une reprise en K. C'est-à-dire que vous avez des secteurs qui repartent bien et d'autres qui sont fragilisés. Et la croissance d'un pays ou sa capacité à créer de la valeur ajoutée, c'est la somme de tout ça. Donc oui, il y aura une partie des secteurs qui vont avoir un rebond, mais il faut aussi qu'on se pose des questions plus structurelles. Je vais prendre un exemple. Sur les 27 pays, nous sommes, de toute l'Union européenne, celui avec Chypre et Malte qui a la plus faible part d'industrie dans sa création de richesse. C'est pas qu'on est deuxième ou troisième, c'est qu'on est dernier avec Chypre et Malte. Ça, c'est inacceptable, vu notre patrimoine créatif, vu notre patrimoine, celui qu'on a eu. Donc, il est indispensable qu'on puisse se retrousser les manches. Et sur ces 4 secteurs, je maintiens, il est indispensable qu'il y ait des objectifs qui soient fixés et que le plan de relance ne soit pas juste une formule magique. Je mets 100 milliards, alors qu'en fait, c'est même pas 100 milliards, c'est 35 cette année. Et qu'après, que ce soit pour solde de tout compte, et débrouillez-vous. Parler d'un plan de relance avec des moyens et pas dire ce qu'on veut en faire et comment on fait aussi des partenariats. Alors je sais que le mot est complètement galvaudé, mais moi j'ai jamais opposé le public et le privé. Je pense qu'il faut que le public prenne les investissements de long terme et le privé soit capable de construire ses propres investissements. Mais ça suppose qu'il y a un espace de discussion aussi entre les deux et qu'il n'y ait pas toujours de la suspicion entre les uns et les autres. Et un dernier mot là-dessus, sur cette réforme des retraites, dont Bruno Le Maire a redit ce week-end qu'il faudrait la faire une fois la crise sanitaire passée, je précise. Est-ce qu'on pourra se passer d'une réforme des retraites quand on voit le déficit du régime à l'heure actuelle? Non, mais alors, là, des déficits, il y en a partout. Et je rappelle que le premier à avoir refusé une conférence de financement que nous avons demandé dès avril s'appelle Bruno Le Maire. Alors, sur le volet social, on voit bien qu'il y a une crise qui touche notamment les jeunes, les étudiants. D'abord, les mesures du gouvernement sont-elles les bonnes? Et puis, faut-il créer un RSA jeune, voire un revenu universel pour tout le monde? Alors, sur ce sujet, oui, il faut un minimum jeunesse. Là, la situation est dramatique pour certains jeunes. On a tous des exemples terribles en tête. Donc ça, nous l'avions demandé dès janvier 2019. Nous avions même proposé Quelle forme ce minimum jeune? Alors, 19 départements présidés par des socialistes avaient planché, ont interrogé 15 000 personnes qui ont donné leur avis, donc c'était vraiment une consultation qui a été faite sur le terrain, et ont proposé qu'il puisse y avoir une extension du RSA. Alors vous l'appelez comme vous voulez, minimum jeunesse, RSA, moi honnêtement ça m'est égal. Mais on ne peut pas laisser une frange de la population entre 18 et 25 ans sans ressources. Ça c'est inacceptable, enfin c'est vraiment, mais pour même philosophiquement, moralement, pour se dire l'avenir d'un pays, mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui laisserait sans ressources des jeunes? Donc ça, c'est indispensable. Nous avons proposé 500 € par mois. On a fait des chiffrages. Enfin, tout ça, on l'a demandé depuis juillet. C'est-à-dire, c'était pendant la réponse au discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Donc, depuis juillet, enfin, vous vous rendez compte, on leur a fait des propositions chiffrées. On a déposé des amendements pendant les projets de loi de finances, les rectificatifs, pas les rectificatifs, les initiaux. Tout ça a été balayé. Et là, il n'y a pas de réponse encore. Alors, c'est peut-être que la réponse, ça serait uniquement le temps de la crise? Non, mais là, il fallait mettre 500 € tout de suite pour ceux qui n'ont rien. Après, réfléchir à un calibrage. Moi, vraiment, quand on l'avait dit en 2019, on avait proposé de tester sur 5 départements, en prenant un département rural, puis un département peut-être comme la Seine-Saint-Denis, pour voir, parce que tout le monde n'a pas la même structure. Enfin, voilà, on avait mis plein de choses sur la table. C'était chiffré. C'était en se disant, on fait ça pendant 2 ans, on fait une évaluation. Parce que quand j'entends dire, oui, ça va inciter les jeunes à rien faire, mais c'est n'importe quoi. Enfin, Donc, au moins là, il y aurait eu une expérimentation qui aurait permis de mettre des sociologues autour de la table, de mettre des économistes autour de la table, de mettre les départements autour de la table et de voir le résultat. Mais ça, la majorité l'a refusé. On va parler des questions d'actualité, elles sont nombreuses. Avec vous, on va en balayer quelques-unes. On va commencer par la loi séparatisme. Les députés ont terminé l'examen de ce texte ce week-end. Le vote aura lieu demain. Quelle sera la position des députés socialistes? Alors, nous, on a été sur ce texte. Il ne résout pas des problèmes et il en pose d'autres.
non mais j'avais à le dire comme ça. Quel problème il résout pas et quel problème il pose? L'idée, c'est quand même de lutter contre une force politique qui se met sous le couvert d'une religion qui est vraiment l'islam radical. Donc ça, là-dessus, les mesures qui sont proposées ne nous paraissent pas de manière... Et puis, vous avez d'autres mesures tout assez hypocrites qui, par exemple, à l'égard de certaines religions, je pense notamment aux protestants et à la religion juive qui se sont, dès 1905, inscrites dans les pas de cette loi en rachetant leur patrimoine, en demandant rien à l'État, mais en pouvant conserver leur liberté de culte. Eux, on leur dit qu'il faut une double déclaration en préfecture. Comme on sait que, de toute façon, dans les préfectures, il y a de moins en moins de fonctionnaires, je ne sais pas qui c'est qui va aller lire ces papiers. Donc tout ça est... manque de... C'est très difficile de vouloir balayer un texte où on met un peu tout dedans. Et puis après, vouloir défendre les valeurs de la République, c'est aussi de leur donner une traduction concrète. Moi, je me souviens toujours de cette phrase de Jaurès qui dit que la République sera laïque si elle est sociale. Je l'ai dit de mémoire, elle n'est peut-être pas tout à fait exacte comme ça. Mais c'est à peu près ça. Ça veut dire que la République, c'est un tout. C'est-à-dire que quand je vois que la loi Élan sur le logement de 2019, dans le fond, renforce la ghettoisation, vous dites, mais c'est par le logement. Il manque des mesures sur ce sujet, c'est ce que dit Valérie Pécresse. Il n'y a pas de mesures pour lutter contre le séparatisme urbain. Vous êtes d'accord avec ça? Je dis que la loi de 2019, qui s'appelle la loi Élan, renforce la ghettoisation et que ce texte de loi n'apporte pas de réponse. Alors du coup, quelle sera votre position? Alors nous, demain matin, on a une réunion de groupe, comme tous les mardis matins, et nous faisons un vote parce que ce que je veux dire par là, c'est que on s'est dit, il y a des amendements. Est-ce qu'ils seront pris? Pas pris. Donc demain matin, on fera le bilan des courses et je vous promets que je vous le dirai. Ce qui est sûr, je vais vous en dire un peu plus. Olivier Faure, la semaine dernière, on ne la votera pas. Ça sera abstention. Ça sera abstention ou vote contre. Ouais. Voilà. D'accord. Vote contre. Olivier Faure, la semaine dernière, disait un vote contre, ça sera un mauvais signal. Abstention, ça sera sans doute l'abstention. Voilà. Vous voulez vraiment me faire parler, vous y arrivez. Un mot sur un autre sujet, c'est que... Mais comme mes petits camarades vont me dire, mais on a une décision collective, donc je redis que voilà, il y aura pas de vote pour. Demain. Voilà, il n'y aura pas de vote pour. Claire Hédon, la défenseure des droits, a dit vendredi qu'elle souhaitait créer des zones sans contrôle d'identité, parce qu'elle dit que dans certains quartiers, pour certains jeunes, ça devient insupportable. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, moi, j'aimerais bien... Alors, je suis toujours en admiration devant là maintenant, c'est la défenseur des droits, qui touche du doigt toujours la mise en œuvre du droit. Donc j'aimerais qu'on ait des statistiques, parce que j'ai aucune idée. Je vous le dis, c'est vrai que moi je me fais rarement contrôler, ce qui est vrai, on ne me demande pas ma pièce d'identité, sauf quand je prends l'avion. Et j'aimerais qu'elle nous dise ce que ça représente. Est-ce que certains ont des contrôles toutes les semaines? J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir ce type de données-là, mais c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir des populations qui seraient contrôlées, j'en sais rien, tous les mois, je ne sais pas à quelle fréquence, et d'autres pas. Donc il faut qu'il y ait une égalité, une équité sur le territoire. Mais des zones sans contrôle, vous y seriez favorable? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de renoncement de la République? Non, mais... On ne peut pas dire une zone sans contrôle. Il y a des moments où on a besoin de contrôler les identités. Il ne faut pas dire je fais une zone où le droit ne s'appliquerait pas et il ne serait pas contrôlé. Mais il faut quand même qu'on puisse avoir des statistiques. Vous savez, moi, demain, j'interroge le garde des Sceaux lors des questions orales que nous avons. Ma question, c'est que sur des statistiques, parce que je suis affligée de voir que le monde de la justice, alors c'est peut-être parce que je viens de la commission des finances et qu'on en a beaucoup quand même, ne publie pas plus de statistiques précises. De dire les dépôts de plainte, combien conduisent à des non-lieux, combien ne sont pas traités, etc., etc. Enfin, c'est important quand même. Quand plus on a de transparence là-dessus. Ah bah oui. Justement, puisque vous parlez du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il a annoncé de nouvelles mesures. En tout cas, il a fait des annonces sur ce que voulait faire le gouvernement. C'est pas forcément de nouvelles mesures, vous allez me dire, puisque non, ça parce fait partie de vos propositions. Il fait du copier-coller, mais sans le dire. Voilà, c'est comme souvent parfois quand les gens... Je précise juste un seuil d'âge à 15 ans pour le non-consentement et un seuil à 18 ans pour l'inceste. Oui, écoutez, c'est exactement ce qu'il y a dans notre proposition de loi qui était écrite, je rappelle, elle était écrite en décembre, puisque les règles constitutionnelles, il faut qu'on les dépose assez en avance quand on les défendra. Donc nous, c'est jeudi. 15 ans et 18 ans, c'est exactement ce que nous avons mis.
Je constate que mes collègues sénatrices Laurence Rossignol et Marie-Pierre de la Gontrie avaient elles aussi déposé des amendements au Sénat qui avaient été balayés. Donc, par le même garde des Sceaux. Par le même garde des Sceaux, qui fait donc un copier-coller de ce que nous avons proposé, mais sans dire qu'il fait un copier-coller. Alors il fait un copier-coller, sauf que lui, il dit qu'il va passer par justement le texte voté au Sénat, la proposition de loi Billon, qu'on appelle Billon du nom de cette sénatrice, Annick Billon, et non par votre proposition de loi d'Isabelle Santiago. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode ? J'en pense que c'est pas très élégant. J'en pense que c'est pas la première fois. J'en pense que c'est une habitude de la majorité. J'en pense que voilà, sur des sujets comme ça. Une volonté de ne pas donner raison aux socialistes. Comment vous voyez ça ? Il faut lui poser la question, mais c'est petit. Christophe Castaner, il dit qu'il vous avait suggéré de reprendre, dites-nous si c'est vrai, qu'il vous avait suggéré de reprendre le texte au Sénat pour aller plus vite. Oui, mais en fait, Christophe Castaner devrait juste regarder les délais constitutionnels. Parce que le texte au Sénat a été voté le 21 janvier. Il lui fallut qu'il soit déposé le soir même, et parce que voilà, il y a un calendrier, c'est pas moi qui l'ai écrit dans la Constitution, donc, mais je le respecte, et donc le délai était dépassé, c'était pas possible de le faire. Et Christophe Castaner le sait pertinemment parce que je lui ai écrit un courrier à lui aussi pour le lui dire, en lui rappelant ce qui était dans la Constitution, les délais, etc., etc. Par contre, ce que je lui avais dit, si vous voulez qu'on accélère, il suffit que le gouvernement demande une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 lectures, une à l'Assemblée et une au Sénat, sur le texte d'Isabelle Santiago, et là, le texte pouvait être adopté dès le 11 mars. Dès le 11 mars. Et comment vous comprenez ce... Et là, il m'a pas répondu. Il vous a pas répondu ? Eh non. Le référendum sur le climat, qui est dans les projets du gouvernement, vous y êtes favorable ? Vous trouvez que c'est un gadget ? Ouais, j'attends de voir ce qu'il va poser comme question. Voilà. Vous auriez une question en tête ? Non, là, j'ai pas de question en tête. Mais j'attends de voir ce qu'il va mettre dans le référendum. Parce que vous savez, on peut mettre beaucoup de choses et on peut aussi éviter les vrais sujets. Il cherche à éviter les vrais sujets pour vous ? Ah bah oui, franchement. Mais c'est comme on fait des effets d'annonce et puis après, quand on regarde la réalité, c'est marrant, il y a un décalage assez important. Donc voilà, moi je vais voir exactement ce qu'il pose comme question, ce qu'il met dedans, si ça va jusqu'au bout, pas au bout. Déjà, on va avoir un débat qui va commencer à l'Assemblée sur le texte des propositions de la Convention citoyenne. Donc voilà. Là déjà, on voit auditionné cet après-midi. Là déjà, on voit qu'on a un petit décalage, par rapport à ce que les citoyens ont proposé. Un dernier mot de politique, Pascal, une dernière question ? Oui, donc c'est et Yannick Jadot et Olivier Faure qui disent que entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, en 2022, il faudra qu'un seul candidat. Donc ça peut être un socialiste, un écologiste. Comment il faudra le choisir ? Il faut un candidat qui soit capable de rassembler sur cet éventail-là. Déjà, il faut qu'il ait fait ses preuves du rassemblement. Parce que le rassemblement, c'est pas en claquant des doigts que ça se décrète, hein. C'est une construction, c'est savoir créer du consensus qui n'est pas sa position. Moi j'en vois une qui est arrivée à le faire à Paris, qui s'appelle Anne Hidalgo. Voilà. Bon. Et que vous soutenez. Oui, exactement. Donc je leur donne une piste. Merci beaucoup. Merci. A fait ses preuves. Il faut déjà avoir démontré qu'on a su faire au moins une fois dans sa vie le rassemblement. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Rabault. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Bonne journée. Merci Pascal. Merci. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Nous a rejoint, bonjour Guillaume, et Arnaud Benedetti qui sera avec nous à distance, tout comme Olivier Razemont, journaliste au Monde, spécialiste des transports, qui va nous rejoindre pour la deuxième partie de ce club, puisqu'on parlera de cette nouvelle philosophie ferroviaire qui semble être sur les rails, le gouvernement qui mise sur un retour des trains de nuit et les petites lignes, souvent oubliées au détriment du TGV, semblent revenir en grâce. On parlera de tout ça, puis on parlera de la crise sanitaire alerte sur la Moselle. On sera en direct avec le président du conseil départemental, Patrick Weiten. Il nous dira ce qu'il pense du choix du gouvernement de ne pas reconfiner et de ne pas fermer les écoles immédiatement. On continuera à suivre l'actualité dans nos régions. On ira du côté de Rouen avec Thierry Rabillet de Paris-Normandie. Mais nous allons commencer par notre reportage à votre rencontre. Et on passe la semaine en Auvergne. C'est avec vous.